et M. Daouda Coulibaly. Parfait. Marius Komoé, première question. Bienvenue sur le plateau, Monsieur le ministre. Merci. Alors, je voudrais donc mettre le pied dans le plat, puisque le temps qui nous est imparti est assez court. Il n'est pas trop chaud le plat. Non, ne vous en faites pas. Alors, tout récemment, nous assistions sur les médias étrangers, justement, à la sortie de M. Robert Bourgi. Parlant donc du président Gbagbo, il avait donc dit que le président Gbagbo avait octroyé au président Jacques Chirac la somme de 2 milliards de francs CFA pour un pays qui traversait au moment de sa gouvernance quelques difficultés financières. Quelle analyse faites-vous d'un tel octroi pour un parti qui se veut panafricaniste? Merci beaucoup. Première question. Alors rapidement, mon nom c'est Justin Katina Koné ou Koné Katina Justin. Bien noté. Voilà, C'est Koné noté. c'est mon nom de famille. Très bien, c'est noté, Merci docteur. beaucoup. Allez-y donc là, pour la réponse à la Merci question de beaucoup. M. Marius Komoé. Alors je crois que c'est pas une révélation pour nous, puisque le président Gbagbo lui-même il a dit déjà dans l'une... Dans son livre, oui. Dans son livre, il a déjà dit cela. Mais la question, il faut la poser autrement. Il faut la poser autrement. Comment? Celui qui a reçu l'argent, sachant qu'effectivement ça venait d'un pays qui traversait des difficultés, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui a le problème. Et donc la question est très simple. Comme il a dit le président, quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons découvert des pratiques. On croyait que ces pratiques ne pouvaient pas du tout exister. Et nous les avons découvertes, parfois avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de déception. Mais vous savez que nous avons gouverné ce pays le fusil sur la tempe. Ça, on oublie ça souvent. C'est-à-dire, monsieur le docteur Koné, vous avez gouverné le pays, le fusil sur la tempe. Sur la tempe, bien sûr. Ouais. Le président Gbagbo a dit dans son interview, je croyais pouvoir acheter ma paix, la paix de mon pays avec ça. Hélas. Et c'est pourquoi d'ailleurs Bourgi parle d'ingratitude. Donc la question, c'est tout ça. Et ça ne remet pas en cause la question du panafricanisme. Ça ne met pas du tout la question du panafricanisme. On va peut-être revenir là-dessus. Très bien. Voilà. Qui vous mettait le fusil sur la tempe avant de passer à Daouda? Ah oui, mais nous avons une rébellion ici dans ce pays que nous savions ouvertement qu'elle était fortement soutenue justement par la France. Ce n'est pas du tout caché, ça. Voilà. Très bien. Daouda? Vous avez gouverné avec le fusil sur la tempe. Oui. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Oui. Quand on sait que chaque président qui prête serment, il prête serment sur la Constitution de protéger les Ivoiriens et la Constitution, est-ce que quelque part, M. Laurent Gbagbo n'a pas failli? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens? Parfois, j'écoute ces discours et j'en ris. Je me demande parfois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le code pénal en Côte d'Ivoire? Pourquoi dites-vous cela? Peut-être qu'il faut changer le code pénal. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un programme. Des gens s'organisent pour venir l'attaquer. Et c'est lui qu'on veut désigner comme étant le fautif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a été attaqué. Il a commencé sa politique depuis les années 70 sans lever un seul coup de fusil. Et puis, il fait un programme sur lequel nous avons travaillé. D'ailleurs, nous sommes l'un des rares partis politiques à faire sortir régulièrement, publier notre programme de gouvernement. Dedans, dans le programme du gouvernement, il n'était pas prévu quelque part qu'on allait faire la guerre. Hein. Et je rappelle, le président Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre 2000. Le 24 octobre 2000. Il a fait son premier gouvernement le 26 et son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, on commence à l'attaquer. Dites-moi honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait en 2 mois, 10 jours pour qu'on l'attaque? Donc la question, ce n'est pas lui le fautif. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, comme je l'ai dit, de changer le code pénal, je l'ai dit maintenant, désormais, le coupable des infractions, ce n'est pas celui qui a attaqué, mais c'est la victime. Mais M. Katina, ça me permet alors de vous reposer la question, parce qu'il est important. Quand on sait que M. Laurent Gbagbo, dans ce pays, a dit on voit le dos du nageur, ça veut dire qu'il a été prévenu. Lui, il a regardé le nageur venir le noyer, en fait. Est-ce que c'est pas là qu'il a failli? Non, vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. C'est que vous expliquez mal, sûrement. Non, vous n'avez meilleure explication, monsieur le docteur Katina. Vous n'avez pas compris ce que le président a dit. Vous savez, en politique,
nous avons un créneau dans notre politique. Un autre créneau, c'est de dire, discutons, parce que la politique, c'est la contradiction permanente. On est d'accord? Bien sûr. Et donc, quand il dit « je vois le dos de nageur », il les a appelés à la discussion. Mais la mauvaise foi, vous ne pouvez pas la tirer de quelqu'un. On oublie quand même que dans ce pays, il y a le forum de la réconciliation nationale. Le premier forum, dès qu'il est arrivé, les circonstances dans lesquelles il est arrivé, qu'il a trouvé le pays, il a trouvé juste de faire un forum pour que les Ivoiriens se parlent. Mais c'était les nageurs là qui les avaient appelés, donc ils voyaient le dos qu'il les appelés. Mais si les nageurs est manifestement dans une mauvaise foi, qu'est-ce que vous faites? Vous le matez. Vous le matez. Oui. C'est plus facile de dire, mais attention. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous savez, le bilan de cette rébellion-là, il faut qu'on la fasse. Et vous allez comprendre que c'est très facile de s'asseoir dans un chef pour dire, il faut mater. Vous étiez lié, confronté à quelles difficultés justement Non, pour faire face à cela? Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayakro. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre. On a tué une bonne colonne de la rébellion. À l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants jeunes. Dans cette colonne qui attaquait donc les forces de défense régulières à l'époque. Un homme d'État, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, qu'on vous envoie en chair de canon, la responsabilité historique veut que vous changez votre façon de faire. Et ce n'est pas parce que l'autre est de mauvaise foi que vous devenez coupable. Monsieur Kazina, très on termine pour que Marius puisse poser la question. Justement, en fait, moi j'avais terminé parce que là, on est en train de rentrer. Il faut qu'on revienne sur l'actualité. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, je sais que vous êtes allé très loin. Monsieur Katina, l'appel de Beaunois, on va en parler. C'est bien, voilà. On ne voit pas beaucoup de personnes se bousculer au portillon. Vous êtes sûr? Faites le bilan, monsieur Katina. Comme si vous avez la preuve. Vous avez des éléments, vous le dites? Jusqu'à présent, on n'a pas répondra à la question à votre portillon. Attendez, s'il vous plaît. Docteur Koné, allez-y. Nous sommes méthodiques dans notre parti politique. Le président a lancé un appel. Il a confié au président exécutif de notre parti le soin de conduire cette opération. Et je peux vous dire, elle marche bien. Très bientôt, vous allez avoir des nouvelles. 3 mois après, vous êtes sur le plateau, vous pouvez le dire, vous êtes en charge du programme de gouvernance. Oui, j'ai dit, le président a confié cela à une personnalité de notre parti. Je lui laisse l'honneur. Et c'est aussi le respect que je dois au président d'aborder ces questions, parce que ce n'est pas moi qui l'a confié. Marius, comment est question? Monsieur le Président, alors, au cours de votre récente conférence de presse, que vous avez d'ailleurs du reste animé, vous avez brandi une certaine forme de menace, si je m'en tiens à vos propos, selon laquelle le PPACI, votre parti, ne restera pas seulement dénonciateur si les choses ne changeaient pas. Pour ce faire, vous disiez, et je vous cite, pour l'instant, nous ne faisons que dénoncer. Mais à un moment donné, si nous ne trouvons pas d'oreilles attentives à nos revendications, nous allons utiliser d'autres moyens pour nous faire entendre. Fin de citation. Qu'entendez-vous par utiliser d'autres moyens pour vous faire entendre? La constitution ivoirienne... À quoi pensez-vous? C'est le lieu de clarifier les choses, docteur. Et les lois ivoiriennes prévoient une panoplie d'actions possibles. Lesquelles, par exemple? Elles sont démocratiques. Lesquelles, par exemple? Je n'ai pas besoin de vous exploiter mon stratégie ici. OK? Déjà, on retient que les points à utiliser seront démocratiques. Ils seront forcément liés à la loi. À la Constitution. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous nous envoyez rassurer. Vous nous apprenez quelque chose. Ce parti est dirigé par un homme, Laurent Gbagbo. On peut tout lui reprocher. Mais son rattachement aux valeurs démocratiques, on ne peut pas le lui reprocher. Donc, s'il vous plaît, permettez que nous gardions, mais nous retirons sincèrement que nous sommes encore dans la logique de la discussion. Et nous espérons que le gouvernement, et c'est à lui que nous adressons, nous l'avons écrit 2 fois déjà au gouvernement, il ne nous a pas répondu. On espère qu'ils sont très occupés, qu'ils vont nous appeler. Mais nous lui disons que devant une injustice, on se donne les moyens de réagir par exemple devant une injustice.
Daouda. Monsieur Katina, permettez-moi encore de revenir sur l'appel des Bonois. C'est très important pour moi parce que cela y va de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Okay. Le 22 septembre, on a assisté à un contre-appel de Bonois qui a été lancé par Simone et Yves ou Gbagbo, c'est selon. Hein? Est-ce que, concrètement, quand on entend tous ces appels, est-ce que ça ne fait pas cacophonie un peu? Quand on sait que M. Laurent Gbagbo, en août 2023, a dit que son rôle, ce n'était pas d'organiser l'opposition. Non. Vous tronquez les propos du président Laurent Gbagbo. Allez-y. Vous les tronquez. Mettez-les en place, s'il vous plaît. Non. Ils ont dit ceci au président Laurent Gbagbo, qu'il faut unir la gauche. Et lui, il a répondu? La gauche. Il n'a pas parlé de l'opposition. Il a dit, notre rôle, c'est la conquête du pouvoir. Et sur le chemin du pouvoir, là, pour cette conquête, lorsque nous avons besoin, à un moment donné, d'instruments nouveaux, de nous organiser d'une façon ou d'une autre, on le fera. Mais l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas d'organiser un groupement politique. Ce n'est pas son objectif. L'objectif, c'est la conquête. Le groupement, c'est les moyens. Voilà la différence. Pardon, Christelle. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas cacophonie? Parce que... Alors, non, permettez, docteur. Il termine et puis... La cacophonie dont je parle justement, M. Laurent Gbagbo lance un appel à Bonois. Mme Simone et Yves Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Tidiane Thiam sont dans une autre forme que j'ai envie d'appeler alliance, je l'appelle comme ça. Et dernièrement, vous ne savez pas à leur dernière rencontre. Donc finalement, il y a des appels contre appels. Est-ce que finalement l'opposition ne fait pas le lit du parti au pouvoir que Laurent Gbagbo veut dégager? Première chose, je ne sais pas si Mme Gbagbo, Mme Eyvé a lancé un appel à Bonois. Je sais qu'il y a eu une réunion à Bonois, mais à Bonois, je ne sais pas avec des partis d'opposition, bien sûr. Mais elle n'a pas lancé d'appel, donc il n'y a pas de contre-appel. L'expression est très importante, parce que quand il y a un contre-appel, c'est comme si elle est là-bas, elle a lancé un appel. Non. À Bonois, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient déjà dans un processus, eux. OK? Lorsque le président a fait son appel. Évidemment, ils sont allés jusqu'au bout de leur processus. Mais ce processus n'exclut pas du tout la possibilité de se rejoindre. Je ne vois pas du tout l'incompatibilité entre les deux. Et je ne vois même pas de cacophonie. Selon vous, il n'y a pas de cacophonie? Ah non, pas du tout. Très bien. Oui, mais ça dépend de nous. Nous sommes maîtres de notre agenda. Je voudrais vous dire quelque chose. D'accord. L'objectif du PPACI, le président l'a dit, c'est de dégager ce gouvernement. Nous travaillons à ça. Nous sommes maîtres de notre emploi du temps et de notre chronogramme et nous allons les déployer selon nos stratégies. Très bien, et on en saura justement davantage au fur et à mesure que le temps passera. Essayons de faire un peu la différence entre la gauche et l'opposition. Puisque vous avez dit que vous n'êtes pas là pour rassembler la gauche, mais plutôt l'opposition. La gauche, elle est idéologique. Oui, bien sûr. L'opposition, c'est une position par rapport au gouvernement. Donc, c'est pas. Mais en ce moment, tous les partis, justement, qui se retrouvent dans l'opposition, ne sont-ils pas de gauche? Ah non, pas du tout. Je ne parle pas tout de gauche. Le PDC n'est pas un parti de gauche. Mais idéologiquement, on sait bien qu'aujourd'hui, les idéologies ne vivent pas vraiment. Ah non, c'est une erreur, madame. C'est une erreur qu'il ne faut pas que nous tombions dans cette erreur. Nous, au PPAC, nous croyons à l'idéologie. Très bien. Voilà, ils ne tombent pas du tout dans cette erreur. Marius? Monsieur le ministre, vous annonciez également tout récemment que M. Ouattara a vidé l'Assemblée nationale de son pouvoir. C'est vos propos que je cite. Oui. Même Napoléon n'a pas agi ou régné de la sorte. Oui. Et pourtant, nous savons tous que ce monsieur, M. Ouattara, bien entendu, président de la République, vous a bel et bien gracié, vous, un condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans pour braquage d'une banque. Quelle analyse? N'est-ce pas une forme de négation de ne pas reconnaître son bienfaiteur d'hier? Napoléon s'est gracié, hein? Oui, justement. Mais tout le monde sait que vous avez braqué une banque. Je le ris parce que la justice vous a condamné. Je ne vois pas la jonction entre les deux. Parce que Napoléon graciait aussi. Mais en même temps, je veux dire... Docteur, pourquoi comparer justement le président de la République à Napoléon? Oui, c'est la volonté d'accaparer tous les pouvoirs d'État. Mais et pourtant, l'Assemblée nationale, nous avons les Assalé Tiomoko qui sont des députés libres. Je vous explique. Dites-nous. Je crois que nous sommes là pour s'expliquer. Bien sûr, allez-y, docteur. Sur le plan purement du droit, la Constitution, nous sommes dans un État où on a fait le choix du régime présidentiel qui repose sur une séparation nette des pouvoirs. C'est le principe. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est le principe. Séparation nette. Il se trouve que dans ce pays, effectivement, en copiant 1958,
bien sûr, comme toujours, 58, la Constitution 58, on a créé une passerelle pour dire, bon, écoutez, il peut arriver des moments où l'exécutif puisse intervenir dans un domaine qui relève du législatif. Dans ces conditions, le président de l'exécutif demande une autorisation à l'Assemblée pour une matière précise. Précise. Qu'est-ce que nous observons? Déjà, le 14 avril 2011, alors même qu'il n'est pas encore président de la République, il prend une ordonnance. Vous convenez avec nous qu'elle est totalement illégale. Parce que pour prendre une ordonnance, comme je vous ai dit, il y a des conditions. Le 14 avril, quelle année? 2011. Et il a prêté serment. Je vous donne l'ordonnance, les caractéristiques. L'ordonnance 2011 07 007 du 14 avril 2011. Et quand a-t-il prêté serment, justement? Il a prêté serment le 21 mai. C'est-à-dire 3 jours après l'éviction du président Laurent Gbagbo, mon ami de notre pouvoir, il prend une ordonnance. Mais quel est le fondement juridique d'une telle ordonnance? Elle est illégale. C'est la première des choses. Deuxièmement, chaque année, lorsque la loi de finances arrive pour le vote, il y a un article dans lequel l'Assemblée nationale dit vote, bon, pour l'exécution de son programme économique, nous donnons loi d'habilitation. Mais ça, c'est trop grave. On ne donne pas une loi d'habilitation de façon générique. Pour chaque fois que le président doit intervenir, il demande la loi d'ordonnance d'habilitation. Puisque après, on doit ratifier. J'étais donné une autorisation, il faut que je ratifie. Donc, pour nous, l'Assemblée nationale a tout simplement dit, bon, moi, je vous laisse tous les pouvoirs. Et il en profite au maximum. Il en profite. La dernière en date, c'est l'ordonnance qu'il a prise le 12 juin 2024. Sur la société civile, en pleine session parlementaire. À quoi ça correspond? Dites-moi, qu'est-ce que l'organisation de la société civile a à voir avec le programme de développement économique? Enfin, on se fait une constitution en 2016, dans laquelle, bien que nous soyons dans un régime présidentiel, où le président de la République nomme des membres du Sénat, c'est-à-dire des membres du Parlement. Monsieur Katina, je sais que non, s'il vous plaît. En matière de juridisme, vous êtes très bon. Non, je vais finir, par là. Vous avez la parole. Je vais finir par là. Okay. C'est ce que j'appelle l'accaparement de tous les pouvoirs d'État en une seule personne. C'est tout simple que ça. D'accord. Monsieur Katina. On finit ce point et on passe à la liste électorale rapidement avant de terminer. Très bien. Très rapidement, Monsieur Katina. Qu'est-ce que vous pensez de M. Thiam? Je n'ai pas à penser à M. Thiam. Il n'est pas de mon parti politique, il a son parti politique, je n'ai aucune pensée vis-à-vis de lui. Ça, je veux dire, ça, c'est pas du tout. Cette question ne m'intéresse pas, elle n'est pas du tout un élément qui m'importe. Bon. Donc la deuxième question va vous intéresser sûrement. Allez-y. Donc, dernièrement, le président du PDCI, dans une adresse, a dit comme ça qu'il n'est en alliance avec personne. Ça, c'est la première des choses. Et plus loin, il dit que lui, il ne sait pas mettre des serpents dans son pantalon, il ne sait pas sauter comme un cabri. Et en gros, les analyses politiques et les observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire estiment que c'est du PPACI et du GPS qu'il parlait. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, votre réaction sur la question? Vous avez dit, chacun interprète les propos. En tout cas, nous ne sommes pas en senti visés. Nous ne sommes pas en senti visés. Donc, on ne peut pas répondre puisque nous ne sommes pas visés. Vous dites, c'est ce que les gens pensent. Mais nous, au PPACI, on n'a pas pensé à ça. Donc, mais à quoi vous avez pensé? Vous dites? À quoi vous avez pensé? Non, pas du tout, rien du tout. Il dit qu'il ne va pas dans tout le monde. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Très bien, on retient que le PPS ne s'est pas senti concerné. En tout cas, je ne me sens pas concerné. Nous ne sommes pas sentis concernés. Abordons le point de la liste électorale avant de terminer notre premier set, messieurs. Même avant d'aborder cette liste électorale, j'aborde donc la question de l'éligibilité du président Laurent Gbagbo. OK. Mais bon, parlons donc de la liste électorale. Est-ce que vous avez bel et bien envoyé des émissaires sur l'ensemble du territoire national dans la perspective de faire enrôler vos militants, vos sympathisants sur la liste électorale, vous qui avez eu l'habitude justement de les appeler à ne pas se faire enrôler, vu que vous prétendez vouloir être à la présidentielle de 2025? Alors, la réponse est que oui,
Moi-même, le samedi, là, je m'en vais. Un week-end, je m'en vais sur le terrain. Depuis... Pour sensibiliser à l'enrôlement? Ah, bah, absolument. Absolument. Ça, je lui dis que c'est pas du tout... C'est le rôle normal d'un parti politique. Et donc, oui, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de travailler justement à ce qu'effectivement on arrive à un bon quota de résultats. Et si d'ordinaire, la candidature de votre mentor n'aura pas été accordée par l'instance nationale en charge de l'organisation des élections, avez-vous un plan B? S'il vous plaît. Et je prends tout mon air sérieux. Oui, et je ne vous parle même avec pas du conditionnel dans cette affaire. Je ne suis pas là pour parler du conditionnel. Au PPACI, nous ne parlons même pas du conditionnel. Pour vous, c'est le plan A, B, C, D, Z. Nous avons choisi un candidat qui remplit toutes les conditions pour être candidat. Il sera candidat. Et nous travaillons à ça, un point trait. Très bien. Quelle alchimie Nous travaillons à ça, un point, un trait. On n'aura assurément pas de réponse sur la question, mais les primo-votants, vous en visez combien au total? Les primo-votants. Ah oui, mais écoutez, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand nous avons fait nos statistiques, il y a encore entre 3 millions à 4 millions de personnes sur la liste électorale. Et il y a peut-être au moins la moitié à extraire la liste électorale qui existe. Au moins. Parce que c'est le paradoxe. Vous êtes revenu encore si c'est de 2 millions. Oui. C'est-à-dire, il y en a qui sont sur la liste électorale qui n'ont pas le droit d'y être, et ceux qui ont le droit d'y être sur la liste, ils traînent les pas, parfois pour y être. Bon, on va gérer cette question. La CEU a dit que ceux qui avaient les preuves pouvaient venir et puis les présenter. Hein. Oh, non, attendez, sur cette question-là, il faut qu'on soit sérieux. Quand j'ai écouté la CEU, j'ai dit, mais en fait, est-ce que c'est sérieux? Vous en n'y croyez 2022, nous avons envoyé à la CEI une disquette avec tous les éléments là-dessus. Ah oui? Conformément au statut, je veux dire, à la loi électorale, l'article 7 est clair. Ont-ils été pris en compte? Non, justement, parce qu'il y a des règles qui sont fixées. Ce n'est même pas nous, c'est la loi électorale. Mais la CEI dit elle dit ceci, que pour être sur la liste électorale, voici ça. Mais vous me trouvez quelqu'un qui dit il n'a ni papa ni maman, il ne fait pas sur la liste électorale. On s'arrête donc sur ce premier set, messieurs. On termine sur ce premier set. Le temps, c'est le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme du gouvernement du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, le docteur Koné Katina Justin. J'espère avoir bien prononcé. Exactement. Très bien. Qui est avec nous et avec qui nous allons terminer cette émission aux alentours de 20h25. Élisée Boloubeu et Herman Aboua sont donc là pour le second set. L'aspect politique et judiciaire, assurément. Vous avez le floor, Élisée. Première question. OK. Bonjour, M. Katina. Bonjour, Élisée. C'est un heureux plaisir de vous revoir. Okay, merci. Moi, avant que je n'aille sur le volet typiquement politique, je voudrais juste qu'on aborde une question qui semble être importante pour le PPACI, la question de la réconciliation. Oui. Ben, le 23 juin 2022, dans une de vos déclarations, vous disiez, je cite, Charles Blé Goudé et nous ne sommes plus ensemble. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Mais juste avant vous, il y a M. Damana Picasse, qui lui était le secrétaire en son temps du PPACI, qui aussi avait dit Blé Goudé n'est plus avec Gbagbo. Oui. Et au mois d'août dernier, 2024, on a vu une délégation du PPACI rendre visite au président Charles Blé Goudé, au président du COGEP. Que doit-on comprendre? Et de quelle date? Août 2024. Bon, enfin, conduite par le président Dano Djidje, la question de l'appel de Bonois. Sur l'appel de Bono. Vous parlez, d'accord. Voilà, okay, sur 2024, j'étais un peu confus. Vos propos datent de 2022, mais la visite date de 2024, août 2024. Et à la suite de cette visite, justement, on a vu que vous aviez dit que vous étiez venu annoncer ou informer sur l'appel de Bono. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui a changé de 2022 à 2024? Charles Blé Goudé est-il devenu fréquentable à nouveau ou vous maintenez votre logique qui reste un adversaire politique? Alors, voici réaction. Encore confusion d'expression. Allez-y. Non. On n'a jamais dit que Charles Blé Goudé était infréquentable. Personne ne l'a jamais dit. Ce que nous avons dit procède de la logique politique. Laquelle? Elle est tout simple. Nous avons un parti politique. Charles Blé Goudé a un parti politique. L'aspiration de chaque parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. C'est tout simple que ça. À partir de cet instant-là, si vous êtes créé un parti politique et nous créons un parti politique, au moment précis, nous ne sommes pas ensemble. Mais ça n'exclut pas, et d'ailleurs, si vous devez lire
tout ce que j'avais dit par rapport à ça, il faut aller compléter mes propos. J'ai bien dit qu'il n'est pas exclu que chemin faisant, justement dans le jeu pour la conquête du pouvoir, qu'on se retrouve. Ça, je l'avais dit ça aussi. Donc, on n'a jamais dit que Charles Blegoudé est infréquentable. Deuxièmement, le fait même qu'on aille chez lui, vous convenez avec moi que Darnaud Diédié ne vient pas chez moi. Vous pouvez me parler de la paix de Benoît. S'il va là-bas, c'est parce qu'il est différent de nous. Il n'est plus avec nous. C'est un parti politique. Donc, comme il va vers les partis politiques, il va vers un parti politique dirigé par Charles Blegoudé. Donc, ça revient tout à fait à la logique que nous ne sommes pas effectivement ensemble, sinon on n'avait pas besoin d'aller vers lui. Tout simplement que ça. Mais vous avez la même idéologie politique, ou non? Oui, écoutez, je n'ai pas lu tous les textes du COJEP. Je ne sais pas tous les éléments, parce qu'une idéologie, ça s'exprime dans un texte, ça s'exprime quelque part. J'aimerais ne pas me lancer trop sur ce que je ne maîtrise pas. Excusez-moi, à titre personnel, juste une petite relance, pardon, à titre personnel. Allez-y, Élisée avant à Herman. titre personnel, M. Katina, à quand remonte votre dernier appel ou votre dernier échange avec M. Charles Blegoudé, Mme Eivé ou bien M. Afin Guessan, à titre personnel, vous, en dehors du COJEP, pardon, en dehors du PPACI? Alors, Charles Blegoudé, il y a à peine peut-être 3 semaines, quelqu'un demandait, un ami universitaire, qui demandait une interview, qui voulait que le président Gbagbo intervienne à l'université pour parler de la CPI. Le président n'était pas disponible. J'ai amicalement suggéré, mais comme il y avait Charles Blegoudé, peut-être qu'il peut être disponible, surtout que l'université en question, elle parle anglais, c'est un niveau anglophone, et peut-être que Charles peut faire l'affaire. J'ai appelé immédiatement Patrick Saraka pour lui dire au petit frère, comme je l'appelle, quelqu'un va l'appeler, quelqu'un l'intéresse pour qu'il intervienne. Donc les bons rapports sont là, mais n'interposez pas vous-même directement, en fait. C'est pas personne interposée. Oui, mais juste savoir. La question est juste de savoir quand est-ce que je l'ai. Le problème n'est pas là. Et puis, il ne faut pas ramener des problèmes aussi importants de la République à des problèmes de rapport personnel. Moi, je n'ai aucun... Non, mais c'est important parce que ça s'inscrit aussi dans votre logique. Non. Parce que ce que vous prêchez, vous devez le manifester en acte, en fait, monsieur Élisée, Katina. on va permettre à ce qu'il Je voulais s'exprime. savoir, la question est tout simple. Est-ce que j'ai un problème personnel avec Blegoudé? Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Justement, c'est parce que vous voulez... C'est la question que je vous pose. Vous voulez m'attribuer un problème personnel avec Blegoudé. Non, je pose Notre position, elle est politique. Elle est politique. Très bien. Et reste politique. Charles Blegoudé est président d'un parti politique. Je suis responsable d'un parti, je suis cadre d'un parti politique, le PPACI. On aspire tous les deux à la conquête du pouvoir. À ce moment bien précis, nous sommes des adversaires politiques. Très bien, c'est tellement simple que ça. clair. Il n'y a même pas question personnelle. Avant C'est même tellement logique. Avant ma question, j'ai une petite relance sur celle d'Élysée. Qu'en est-il de la suite du courrier de demande d'audience déposé par M. Charles Blegoudé au président de la République, au président Laurent Gbagbo? Alors, à ma connaissance, au moment où je vous parle, je ne suis pas dans tous les secrets. Au moment où je vous parle, je n'ai pas souvenance aujourd'hui. En tout cas, à ma connaissance, j'ai bien dit, dans la limite de ce que je sais, qu'il y a un courrier dans ce sens. Je n'ai aucune souvenance. Peut-être vous avez l'information, mais au moment précis où je vous parle, nous n'avons pas. Je n'ai pas cette information et je n'ai pas envie de m'aventurer également sur un terrain pour lequel je n'ai pas de la réponse. Très bien. Ma question, le discours panafricaniste du PPACI aujourd'hui semble lié à un certain anti-occidentalisme qui est amplifié par les tensions qu'on voit géopolitiques entre la Russie et le bloc occidental. Que répondez-vous à tous ceux qui pensent qu'on assistera à la fin du panafricanisme si les intérêts de ces deux blocs convergeaient? Et puis aussi, quel est le positionnement réel du PPACI aujourd'hui par rapport au système monétaire actuel des francs CFA? Alors, ça fait plusieurs questions que vous posez. On va essayer de commencer par la première. Problématique, plusieurs questions. Alors, premièrement, notre engagement panafricaniste n'a rien à voir avec l'antagonisme Ouest-Est. Ça n'a rien à voir avec. Elle est fondamentalement, elle procède, cette position, elle procède d'une analyse à froid que nous avons faite. Cette analyse à froid, la voici. Nous sommes à peine 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Le monde se dessine devant nous. Il est clairement établi que seuls, émiettés comme nous le sommes en Afrique, que nous sommes fragilisés. Et quand vous êtes fragilisé et que vous allez devant un partenaire puissant, forcément, il vous exploitera.
C'est la règle normale. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de fraternalisme en matière de relations internationales. Si nous sommes fragiles, autant que nous sommes aujourd'hui, rassurez-vous que si nous quittons X pour aller mettre sous la tutelle de Y, nous serons toujours fragiles. Donc notre idée, c'est quoi? C'est de construire effectivement, à la fois dans les discours, mais dans l'action politique, les assises réelles et solides d'un panafricanisme. Et nous allons, dans notre programme de gouvernement qui va sortir, vous allez voir comment nous les déclinons. Comment nous allons les décliner. Qu'est-ce qui garantirait donc la réussite de votre projet, puisqu'on sait que ça a déjà été tenté dans le passé? Deux choses. Par le passé, du moins. Deux choses. On a commis l'erreur de vouloir faire beaucoup plus de l'intégration africaine en termes politiques, sans qu'il y ait réellement que cela ne soit accompagné d'une idéologie économique qui soit consubstantielle à notre approche politique. Et je vous explique. Comment expliquez-vous qu'après 60 ans d'indépendance, depuis, et je dirais, ne serait que pour ça, je parle après de, comment on appelle l'indépendance, mais depuis la création de la CEDEAO en 1975, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas une bonne mémoire, bon, ça fait, mes calculs, ça fait quoi, 39 ans, 49 ans, peut-être bientôt, on va faire le cinquantenaire bientôt. Si. Que les relations commerciales entre les deux pays, entre nos pays, représentent moins de 15%. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons dit que nous sommes intégrés, c'est vrai, mais il se trouve que nous avons la même, faisons la même économie. Nous avons conservé l'économie de type colonial, dont nous sommes rentrés en compétition au lieu d'être en complémentarité. Comme les autres le font ailleurs, nous sommes rentrés en compétition. La conséquence, c'est que le discours politique n'a pas été suivi du discours d'une approche économique, et c'est ça qui va changer, et c'est ce que nous proposons. Un agenda de longue haleine, en tout cas, pour réussir ce projet. C'est la question du franc CFA. Pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses très simples qui peuvent se faire. Et je peux vous donner un exemple rapidement. Rapidement, un exemple. En 30 secondes. Oui. Vous savez qu'il est difficile, malgré tous les efforts qu'on fait, par exemple, de faire l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la mouche tsetse est revenue en Côte d'Ivoire, dans le nord, et ça rend difficile l'élevage. Mais en même temps, nous importons beaucoup de viande des pays de l'Amérique latine. Alors que tout simplement, on peut par des mécanismes encourager l'élevage au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et par un mécanisme de pâturage au nord de la Côte d'Ivoire, leur permet de venir faire le pâturage dans le nord, au lieu de venir de façon désordonnée et détruire nos cultures, faire un partenariat de pâturage, ça va permettre à nos populations du nord de percevoir donc des revenus sur ce pâturage, et puis nous créons une économie complémentaire. C'est l'un des projets, voilà un peu le danger de notre chose. J'ai donné un exemple tout simple. Pour Très vous, bien. Ce n'est pas un projet de longue haleine. Ce n'est pas idéaliste, c'est même pratique. Pour terminer, on revient sur la question d'Herman, le positionnement par rapport au franc CFA, et on revient sur la réconciliation. Le franc CFA, notre position est claire. Notre position est claire. Le franc CFA, dans son organisation, son fonctionnement actuel, ne correspond pas à notre idéologie. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et si nous revenons au pouvoir, c'est une question fondamentale qu'on va mettre à l'ordre du jour. Notre mission, à partir du moment où nous sommes dans la logique de l'intégrationniste, notre solution, c'est que nous travaillons effectivement pour une monnaie unique, mais qui passera d'abord par une monnaie commune, parce que les deux notions sont. Que pensez-vous de l'éco? Justement. Et c'est à ce niveau-là que l'éco devait jouer un rôle. Pas l'éco tel que ça a été fait. Parce que l'éco tel que ça a été fait. L'éco dans la vision du PPACI, oui, alors? Parce que l'éco tel qu'il a été conçu et qui devait permettre d'avancer, nous y sommes. Mais pas l'éco qui a été décidé par le président Emmanuel Macron et le président Ouattara. Très bien. Ça, pour cet éco, nous ne sommes pas d'accord avec. Élisée Bolobo, question. Ok, nous allons revenir sur la question de la réconciliation. Monsieur Katina, est-ce que vous comprenez la position de ceux qui trouvent un peu incongrue la démarche du PPACI sur la question? Je vous dis rapidement. Avant que vous n'arriviez, avant que le président Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire, les leaders, plusieurs leaders responsables proches de Laurent Gbagbo ont dit que c'était le chaînon manquant dans le processus de réconciliation. Depuis l'arrivée du président Gbagbo, les premiers pas, c'est déjà un divorce consommé avec ses anciens amis, notamment Pascal Affi-N'Guessan, Simone et Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, même si on ne veut pas le dire ouvertement, mais en tout cas dans les démarches, c'est ce qu'on sent. Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche est en contradiction avec vous qui prônez ou qui disiez que
le président Laurent Gbagbo, dès sa venue, on allait amorcer un processus de réconciliation. Réaction? J'ai une réponse toute simple à ça. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas quel est... Monsieur Katina, il y a un problème pour les Ivoiriens, en fait. Élisée, permettez qu'il réponde à la question. L'aménagement interne d'un parti politique a un lien avec la réconciliation nationale. Je ne vois pas Dissension ou lien. aménagement? Non, mais monsieur Katina, Dissension ou aménagement? monsieur Katina, C'est un aménagement. Qu'est-ce qui se passe? Un parti politique, c'est une rentrée volontaire. Si. C'est différent de l'État de Côte d'Ivoire, où nous y sommes parce que nous ne sommes pas un contrat social qui nous oppose. Donc, à partir du moment où l'un est volontaire, les gens peuvent partir quand ils veulent. Mais on peut ne pas s'entendre sur la... Non, mais mais monsieur la Katina, question, c'est pas qu'il y a- c'est pourquoi il ne faut pas lier les deux. Quand vous liez les deux, vous faites une forte analyse. Très bien, Parce que d'un côté, il y a une chose, une adhésion qui est libre, et de l'autre côté, c'est une adhésion qui est obligatoire, qui nous impose des règles des règles communes, Très bien, des docteur. exigences communes. Très simple que ça. Permettons Non, qu'il ne faisons puisse pas la même préciser sa confusion. pensée, Élisée. Ok, je vais peut-être pousser plus loin. Monsieur Katina, est-ce que vous pouvez nous citer 5 pas majeurs posés par Laurent Gbagbo qui ont consolidé la réconciliation en Côte d'Ivoire depuis son arrivée? Alors, premièrement, 5 pas majeurs. je vous donne même un seul. Je vous donne un seul. Oui, allons-y. Le président Laurent Gbagbo est venu de la CPI. Malgré tout ce qu'on lui a fait. J'étais avec lui quand il allait voir le président Ouattara à l'école. Il n'était pas obligé d'aller là-bas. Rien ne l'obligeait d'y aller. C'est son sens. Mais monsieur Katina... Non, s'il vous plaît, Ok. vous m'avez posé une question. Il répond à la Restez question, dans jusqu'au bout, sinon Élisée, je ne pourrai oui. pas vous répondre. Non, allez jusqu'au Donc, bout. allons-y. Merci beaucoup. Je relancerai après, vas-y. Merci beaucoup. Moi, demandez des pas, je vous les donne. OK? On a le premier pas. Il est parti voir le président. Et il a dit un mot qui a tout un sens en politique. Monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République. Il reconnaît donc. C'est à ce moment-là bien précis le pas de la réconciliation. J'espère que le président Ouattara a compris ça. Ça, c'est le pas de la réconciliation. Deuxième pas, alors qu'on arrive et que nous sommes dans une situation difficile, il nous dit, il y a une journée de du dialogue politique. PPACI, allez-y au dialogue politique. Ne boycottez pas le dialogue politique, allez-y au dialogue politique. Très bien. Il était à la fondation, comment on appelle Fondation Félix Houphouët-Boigny Félix Houphouët pour la remise du prix à la chancelière Angela Merkel. Il n'était pas obligé d'y aller. C'est son sens de la réconciliation. Mais c'est les bonnes mœurs aussi Et du on président. termine avec le cinquième pas pour aller au journal, messieurs. Si vous m'invitez, je ne vais pas aller chez vous, je ne vais pas là-bas. C'est pas compliqué. On ira donc pour le cinquième pas juste après le journal qui vous sera présenté par Isabelle Vauvor. À tout à l'heure. La team, vous avez suivi avec moi minutieusement et du début à la fin. J'ai même coupé la publicité pour que vous voyez spécialement cette vidéo-là du début à la fin. Comment le docteur Kone Katina a géré tout le plateau de Live TV. Il les a répondu question par question et de manière minutieuse. Le PPACI est prêt. Il n'y a pas de débat. Oui, le parti politique est prêt. Ils ont cherché à comprendre quelles sont les stratégies du PPACI sur le plateau. Et après, je comprends les chroniqueurs qui posent des questions. Habituellement, on est en colère contre eux, mais il faut comprendre aussi que c'est leur job. Ça veut dire, vous n'allez pas arriver sur le plateau et vous allez rentrer sans aucune question quand même. Et les questions qu'on va vous poser ne seront pas toujours des questions qui vous feront plaisir. On va essayer de vous mettre mal à l'aise. Il va falloir que vous gardez votre sang-froid, que vous répondez avec détermination, avec manière. Il va falloir que vous arrivez à convaincre, je vais dire comme ça, vos chroniqueurs et même le public qui va vous regarder derrière les écrans chacun. Donc c'est ça aussi leur boulot et donc on ne peut pas tout le temps les en vouloir pour ça. Ceci dit, il y a ceux qui veulent quand même faire dans l'exagération, mais j'aime le ministre Kone Katina parce qu'il sait rester à sa place et donner des réponses dignes de ce nom à tout un chacun. Il faut savoir aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo, d'une manière ou d'une autre, sera sur la liste électorale. Et la façon dont ceci va se passer ne regarde pas les chroniqueurs. Ça regarde plutôt le PPACI et les Ivoiriens. Les chroniqueurs, ils sont là pour faire leurs chroniques, poser leurs questions. Les stratégies sont faites en amont. Et à côté, Ouattara n'est pas le bienfaiteur du président Laurent Gbagbo parce qu'il a donné une grâce présidentielle. Parce qu'il donne la grâce, pourquoi? En fait, tu ne peux pas mettre le feu dans la maison d'autrui, venir après verser de l'eau pour éteindre et vouloir qu'on te félicite pour ça.
Celui qui a mis le feu, même si c'est lui qui éteint, on ne va pas féliciter son geste d'avoir éteint parce que c'est le responsable déjà du feu qu'il y avait là. Ouattara condamne d'abord le président Gbagbo pour un braquage que Gbagbo a braqué où, quand et comment. On veut voir les images, les photos. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous qui avons toutes les vidéos. Vous l'accusez d'avoir braqué. Comme a dit le président Laurent Gbagbo, on parle quand même là le français. Et le français veut quand même dire quelque chose. Il a braqué quoi, quand, où, comment? On parle d'un président de la République. Et même s'il avait braqué, est-ce qu'on juge un président comme tout le monde? À un moment donné, je pense que les journalistes doivent arrêter avec des bêtes questions. Ils doivent eux-mêmes reconnaître que, au vu des faits aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est un monsieur qui n'a jamais braqué. Et par conséquent, toutes les accusations qui sont faites contre lui sur le fait de ce braquage sont ubiex, sont fausses, sont montées de toutes pièces, montrent juste une envie de vouloir exclure un potentiel candidat qui peut nuire à leur champion de pouvoir gagner à nouveau. Mais Ouattara est conscient que ça ne sera pas facile. C'est pourquoi il essaie tant bien que mal d'exclure certains candidats à la course à l'élection présidentielle. Parce qu'il est conscient, lui-même, Alassane Dramane Ouattara, que s'il n'exclut pas ces gens-là, ces gens vont prendre le pouvoir. Et alors, il y a cette question, quand ils arrivent, je me demande, mais est-ce que ces chroniqueurs-là veulent forcément encourager M. Ouattara dans sa forfaiture extrême? Parce que vous devez quand même avoir le bon sens de reconnaître que le régime qui est en place ment beaucoup et fabrique des accusations contre les opposants qui font peur. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette sortie de Miss Kone Kachina et on se prend pour une autre vidéo.